Les glucides jouent un rôle fondamental dans la production d'énergie, la contraction musculaire et donc le mouvement, nager, pédaler ou courir. Comprendre comment les glucides et les lipides sont utilisés par ton organisme pendant l'exercice est très intéressant pour optimiser la performance, retarder la fatigue et améliorer ta récupération. Et avant d'aller plus loin, je t'ai préparé un tableau pour t'indiquer quelle quantité de glucides consommer à l'entraînement en fonction de la durée et l'intensité de l'entraînement. Je t'explique comment l'obtenir juste en fin de vidéo. Certaines personnes conseillent des apports en glucides élevés au quotidien comme à l'entraînement. D'autres croient en la manipulation des glucides à l'entraînement avec un apport de glucides faible ou bien des stratégies comme le sleep low qui consiste à réduire l'apport de glucides sur une courte période appuyé par un protocole d'entraînement. Et il est facile d'être perdu entre ces approches. Est-ce que je dois éviter les glucides au quotidien ou à certains moments? Est-ce que je dois en consommer? Sous quelle forme? À quelle quantité? Dans cette vidéo, je vais te donner un récapitulatif complet de ce que dit la science à ce sujet, des preuves solides et pas des affirmations basées sur l'avis de Jean-Claude, l'ancien de ton club, qui dit que les gels c'est du dopage. Pour créer du mouvement, nager, pédaler ou courir, tu as besoin de contraction musculaire. Pour créer cette contraction musculaire, tu as besoin d'ATP, l'adénosine triphosphate. Je vais volontairement te passer tous les détails de la création de l'ATP, mais pour ce faire, l'organisme il a besoin principalement de deux substrats énergétiques, les glucides et les lipides. En fonction de l'intensité et la durée d'exercice, le corps il va ajuster la consommation de ces substrats pour optimiser la création d'énergie, comme s'il avait deux réservoirs dans lesquels il piochait. Mais garde une chose à l'esprit, l'utilisation de ces substrats, c'est pas binaire, c'est pas soit les glucides, soit les lipides. C'est toujours les deux, mais dans des proportions différentes selon l'intensité. Vois ça comme deux curseurs que ton organisme il va manipuler pour répondre à la demande d'énergie. Pour rendre ça plus clair, je vais utiliser un papier de Inigo San Milon et George Brooks. Dans ce papier, ils nous proposent des mesures de l'utilisation des substrats en fonction de l'intensité et du niveau de l'athlète. Donc là, sur ce schéma, on a trois courbes différentes. Donc ce sont les courbes d'utilisation des glucides et des lipides, des deux substrats, en fonction du niveau d'entraînement d'athlète. Ici, on a un athlète sédentaire, un athlète actif, légèrement entraîné, et un athlète de niveau international. Donc ici, on peut voir les watts, et ici, l'oxydation des glucides et des lipides. Okay, donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on peut voir que l'utilisation des lipides, des graisses, est quasi constante. C'est-à-dire que même à haute intensité, même à 350 watts, on a toujours une utilisation des lipides. Okay, il n'y a qu'à la fin, vraiment à intensité maximale, on voit sur cette courbe une utilisation quasi inexistante des lipides, mais même à haute intensité, elle est présente. Ce qu'on voit pour les glucides, c'est que l'utilisation est pareil, toujours présente, même à basse intensité, donc 150 watts ici, pour un athlète de niveau international, c'est très bas. Et même à 150 watts, il utilise des glucides. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que effectivement, l'utilisation des lipides et des glucides est toujours présente, mais juste à des niveaux différents en fonction de l'intensité de l'exercice et également du niveau de l'athlète. Okay, parce que forcément, ce qu'on voit, c'est que sur un athlète sédentaire, l'utilisation des graisses, elle descend très vite et l'utilisation des glucides, elle monte très vite. Mais c'est également parce qu'il n'a pas beaucoup de capacité, c'est-à-dire qu'il va vite atteindre son maximum. Donc, pour lui, 150 watts, c'est une intensité relative bien plus élevée que pour l'athlète de niveau international. Comme tu l'as vu, l'utilisation des glucides est constante même à très basse intensité. Et celle-ci est croissante quand l'intensité monte. Simplement, car c'est un substrat très simple et efficace d'utilisation pour l'organisme, il est donc préférentiel quand la demande en création d'énergie augmente ou simplement quand ton intensité s'élève. Important de comprendre, c'est que les réserves de glucides sont limitées et sont stockées principalement sous deux formes. Le glycogène musculaire est principalement contenu dans les muscles squelettiques. Puis, il y a le glycogène hépatique. Le foie stocke une quantité importante de glycogène, mais sa fonction principale est différente de celle des muscles. Le foie joue plutôt un rôle central dans la régulation du glucose sanguin. Les glucides sont donc principalement stockés dans les muscles et le foie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que leurs réserves sont très limitées. Et comme nous le montre ce schéma, les réserves, elles baissent vite. Et la vitesse et l'ampleur de la baisse, elles dépendent de l'intensité. C'est-à-dire qu'à 150% de VO2 max, comme on peut le voir ici, les réserves baissent très vite, tandis qu'à 56% de VO2 max, les réserves baissent plutôt en 4 heures avant d'atteindre un niveau relativement critique. Donc ce papier, il nous donne donc un schéma très intéressant où on peut observer les vitesses et les ampleurs de baisse des stocks de glycogène en fonction de l'intensité. Et on peut voir que même à basse intensité, donc même à 56% de VO2 max, les stocks de glycogène finissent toujours par atteindre un niveau critique. Et concernant les lipides, ce qu'il faut comprendre, c'est que leurs réserves elles sont très importantes. Elles suffisent à produire de l'énergie pendant de très longues durées,
Le problème, c'est leur difficulté d'utilisation. En fait, tu peux voir les lipides comme une source importante, disponible en grande quantité, mais peu efficace quand les demandes en production d'énergie deviennent importantes. Et c'est ce qu'on a pu voir précédemment dans ce schéma-là. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'intensité devient très élevée, les lipides ne suffisent plus et ne sont plus suffisamment efficaces pour la production d'énergie. Donc, la consommation des glucides devient croissante pour pallier à cette demande d'énergie. Que se passe-t-il quand les réserves atteignent un niveau critique? L'une des conséquences immédiates d'un épuisement critique du glycogène, c'est simplement une baisse de performance. Comme le glycogène est le carburant préféré pour les exercices intenses, son épuisement va entraîner une incapacité à maintenir des niveaux élevés d'effort. Et ce phénomène, il est souvent appelé le mur, qui est populaire dans le milieu du marathon ou du cyclisme. Ce moment où ton niveau d'énergie est au plus bas, que tu ne peux plus avancer qu'au ralenti. Quand ces réserves de glycogène sont épuisées, le corps doit compenser par l'oxydation des lipides. Ça va ralentir la production d'énergie et limiter la capacité à maintenir des efforts intenses. Ce qui est intéressant, c'est que chez les athlètes d'endurance, le corps développe une forme de flexibilité métabolique, c'est-à-dire la capacité à alterner entre l'utilisation des glucides et des lipides en fonction de l'intensité de l'exercice. Il a comme des curseurs très modulables, plus modulables qu'un athlète peut entraîner. En début d'exercice ou à intensité modérée, les athlètes peuvent principalement mobiliser les lipides. Et à mesure que l'intensité augmente, le corps passe vers une forte utilisation des glucides pour répondre aux besoins énergétiques immédiats. Cette flexibilité, elle permet aux athlètes d'optimiser l'utilisation des réserves de glycogène tout en maximisant la durée pendant laquelle ils peuvent maintenir un effort élevé. Et la flexibilité métabolique dépend fortement de la densité et la fonction des mitochondries dans les muscles, donc en grande partie de l'entraînement. Ces mitochondries sont comme des centrales électriques de la cellule. Elles transforment les nutriments comme les glucides et les lipides en énergie, donc en ATP. Les mitochondries sont donc responsables de l'oxydation des lipides et des glucides pour produire l'ATP. Donc, une meilleure fonction mitochondriale permet un passage plus efficace d'un substrat à l'autre. Chez les athlètes d'endurance professionnelle, la densité mitochondriale musculaire est très élevée, ce qui permet d'être plus flexible métaboliquement et d'optimiser l'utilisation des lipides et des glucides en fonction des besoins énergétiques. Pourquoi consommer des glucides de manière exogène pendant l'effort? La consommation de glucides exogènes, donc une consommation de glucides qui vient de l'extérieur, par exemple sous forme de boissons énergétiques, de gel ou de barres pendant l'effort, c'est un très bon moyen d'améliorer les performances, en particulier pour les efforts supérieurs à 2 heures. Mais en te disant ça, probablement que je t'apprends rien. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi précisément. La consommation de glucides exogènes permet de maintenir les réserves de glycogène musculaire. Pendant un effort prolongé, on l'a vu précédemment, les réserves de glycogène musculaire, elles vont progressivement s'épuiser. Lorsque ces réserves deviennent critiques, la capacité à maintenir un effort intense, elle diminue également très fortement. En consommant des boissons, des gels ou des barres pendant l'exercice, l'athlète peut prolonger la durée pendant laquelle les muscles ont accès au glucose, afin de retarder l'épuisement des réserves de glycogène et maintenir l'intensité de son effort. Cette stratégie va permettre d'éviter le fameux mur que connaissent de nombreux athlètes d'endurance lorsque les réserves de glycogène sont presque épuisées, ou bien simplement une baisse de performance qui semble naturelle mais qui arrive plus tôt et plus fortement qu'avec une consommation de glucides exogènes. L'erreur est de croire que tu n'as pas besoin de glucides car tu n'es pas en hypoglycémie. Il n'est pas nécessaire d'atteindre ce stade d'hypoglycémie pour commencer à avoir un niveau de performance en baisse. Tu vas également augmenter l'oxydation des glucides exogènes. Lors de l'exercice, le corps peut utiliser environ 1 à 1,2 g par minute de glucides exogènes pour produire de l'énergie. Et des recherches montrent que consommer des glucides pendant l'effort augmente directement le taux d'oxydation des glucides, même lorsque les réserves de glycogène musculaire sont faibles. C'est donc très intéressant pour soutenir un effort intense et maintenir la production d'ATP nécessaire aux contractions musculaires. Il faut également savoir que le glucose est le carburant principal du cerveau. Lorsque le niveau de glucose dans le sang diminue, la fonction cognitive et la concentration peuvent être affectées. Ça augmente le risque d'erreur et ça abaisse la concentration lors d'un effort prolongé. En consommant des glucides de manière exogène pendant l'effort, tu peux maintenir une intensité élevée, retarder l'épuisement de tes réserves de glycogène, soutenir ton système nerveux central et prolonger ta capacité à performer lors des exercices prolongés. Mais ce n'est pas tout, la consommation de glucides exogènes lors de l'entraînement va également avoir un impact sur d'autres facteurs. L'apport de glucides exogènes va avoir un impact sur la récupération. Après un exercice long ou intense, ou bien les deux, les réserves de glycogène musculaire et hépatique sont réduites. La consommation de glucides exogènes pendant l'exercice
Elle va éviter une chute des réserves trop importante et va accélérer la resynthèse du glycogène. On a justement une étude intéressante à ce sujet. L'objectif de cette étude était d'examiner comment l'ingestion de glucides pendant un entraînement pouvait influencer la dégradation des protéines et la performance le jour suivant. On sait que réaliser un entraînement avec une faible disponibilité en glucides augmente la dégradation des protéines, ce qui peut réduire la performance par la suite. 7 cyclistes entraînés ont participé à 2 séances à intensité constante, environ 2h30 à 68% de leur VO2 max. Ça a été suivi par des intervalles à 90% de VO2 max jusqu'à atteindre l'épuisement. Lors de la première séance, ils ont consommé un placebo, donc pas de consommation de glucides. Et lors de la seconde séance, ils ont eu droit à un supplément de glucides, à un taux de 1 g de glucides par kilo de poids de corps et par heure. Donc probablement 60 à 80 g de glucides par heure. Les 2 séances étaient séparées d'une semaine, avec une alimentation contrôlée entre les essais pour garantir de bonnes conditions. Et important à préciser, grâce au placebo, ils ne savaient pas quand ils consommaient des glucides ou non. Le lendemain, les cyclistes ont réalisé un contre-la-montre indiqué TT pour Time Trial pour évaluer la performance. Donc, les résultats sont les suivants. L'ingestion de glucides a permis de maintenir des niveaux plus élevés d'oxydation des glucides et de concentration de glucose dans le sang comparé au placebo. La performance lors du contre-la-montre du lendemain était meilleure après ingestion des glucides. Donc on a 41 minutes 49 contre 42 minutes 50 avec le placebo. Donc ici, en gris, on a les consommateurs de placebo qui ont fait un chrono moyen de 42 minutes 50. Et ici, les consommateurs de glucides qui ont fait un chrono moyen de 41 minutes 59. Donc on est quasiment sur 1 minute de gain, ce qui est énorme. Ensuite, on a l'efficience brute, ou la capacité à transformer la production d'énergie en mouvement. Et comme on peut l'observer en gris, elle était améliorée après l'ingestion de glucides. Donc on a 18,6% contre 19,9% pour le placebo. Donc on voit ici une efficience brute avec le placebo inférieure à l'efficience brute qu'on a pu observer avec la consommation des glucides. Il est clair que la consommation de glucides à l'entraînement n'a pas juste un impact sur la performance dans l'immédiat, mais également dans les jours suivants. L'ingestion de glucides permet également d'améliorer la récupération. Mais tu me diras, quel type de glucides consommer? Il existe beaucoup de formes de glucides, mais certaines sont plus intéressantes que d'autres pour la performance sportive. Afin d'absorber les glucides via l'intestin, l'organisme utilise 2 transporteurs différents, GLUT1 pour le glucose et GLUT5 pour le fructose. Lorsque des quantités importantes de glucose sont consommées seules, la capacité d'absorption du GLUT1 peut devenir saturée et entraîne une accumulation de glucose dans l'intestin et peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, tels que des ballonnements, des douleurs abdominales pendant l'effort. Le fructose, lui, est absorbé par un transporteur distinct appelé GLUT5, qui est spécifique au glucose. En combinant donc du glucose et du fructose, on utilise 2 mécanismes d'absorption distincts, ce qui va permettre de maximiser l'apport en glucides sans saturer un seul système. Et pour ça, les récents papiers à ce sujet suggèrent un ratio de 1,08, 1 de glucose pour 0,8 de fructose. Ces études montrent que cette combinaison glucose-fructose dans un ratio de 1,08 permet d'atteindre des taux d'oxydation des glucides d'environ 1,75 g par minute, contre environ 1 g par minute pour du glucose seul. La disponibilité des glucides joue un rôle vraiment important dans la prévention du surmenage et du syndrome de déficience énergétique relative dans le sport, syndrome RAID-S. Ce syndrome RAID-S est en fait une condition où l'apport énergétique est insuffisant par rapport aux besoins de l'athlète et de manière chronique, ce qui va affecter négativement sa santé et ses performances. Il peut perturber plusieurs systèmes, la fonction hormonale, osseuse, immunitaire et même métabolique. Le RAID-S, il est souvent causé par un déséquilibre entre l'énergie consommée et l'énergie dépensée pendant l'entraînement. Une faible disponibilité des glucides est un facteur déterminant dans l'apparition du RAID-S et des symptômes qui sont associés au surentraînement. Si l'apport de glucides à l'entraînement et autour de l'entraînement permet de maximiser la performance et la récupération, il est aussi essentiel pour la santé de l'athlète. Tu souhaites obtenir un tableau complet qui t'indique comment consommer des glucides à l'entraînement en fonction de la durée et de l'intensité de la séance. Je t'ai préparé un PDF complet à ce sujet, tu peux le télécharger dans la description.